Puis-je vous demander d'accueillir avec moi Pauline Ponce et Luc Terlink. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. On est bien d'accord que nous sommes sur l'équation croissance et environnement. Croissance, ressources, environnement. Luc, pendant longtemps, vous avez eu une entreprise et il m'a fallu, dites-vous, 15 ans pour me rendre compte que je n'étais pas un entrepreneur. Bon, tout le monde peut se tromper. Pendant 15 ans, c'est possiblement long. Mais vous postulez et vous entrez chez Decathlon. Et vous entrez chez Decathlon sur une fonction tout à fait nouvelle, un poste que l'on crée et que vous allez occuper, innovation et diversification. Pendant 9 mois, vous écoutez les équipes et pendant une réunion, dites-vous, soudain, ce fut une révélation. Que vous est-il arrivé? Absolument. Vous m'entendez? Oui. Allons-y. Oui. Oui, après 15 ans de thérapie, en fait, j'ai compris que j'étais plus un chef d'entreprise. Et avec 5 ans de thérapie en plus, j'ai compris que je n'ai jamais été un chef d'entreprise, en fait, parce que gérer une entreprise, c'est pas du tout ma zone de plaisir, de confort, de compétences, en particulier parce que les opérations sont très éloignées de mes zones de plaisir, compétences et autres. La révélation que j'ai eue lors d'une réunion, effectivement, avec 2 autres personnes est la suivante, c'est que en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on peut potentiellement rentrer dans des modèles très vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, dans le cas de ma fonction, c'était Decathlon, mais c'est valable pour toutes les entreprises qui vendent des produits, et la planète. Pourquoi ? Parce que dans ces modèles, au plus on conçoit, au plus on produit et au plus on met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables, et ce que j'entends par durable, c'est la durée de vie des produits, plus les produits seront qualitatifs et durables, plus on pourra les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc, potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, les gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix ou en ajoutant du service et de l'expérience dans l'offre, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus qualitatif et durable. En fait, l'énorme révélation pour moi, qui reste une claque encore aujourd'hui, c'est que dans les modèles usage versus propriété, potentiellement, plus les produits sont de qualité, plus les prix pourraient diminuer, mais cette fois-ci en mettant une pression positive sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Alors ça, c'est connu de toutes celles et ceux qui se sont intéressés à l'économie d'usage, économie circulaire, économie servicielle, économie de la fonctionnalité. Mais par contre, même pour celles et ceux qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets, trouver des modèles qui ont réellement démontré ça de manière impactante, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. À ma connaissance, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est ça. Donc effectivement, comme vous l'expliquez là, tout le monde ne peut être que d'accord avec vous sur un principe, comment dire, au contour peut-être encore un peu flou. En revanche, quand il s'agit de construire un business model mathématique en disant voici les prix de location, voici les durées d'usage, d'utilisation et les retours avec les maintenances éventuellement et la suite du business, effectivement, ça devient un peu plus complexe que ce que l'on avait pensé au début. Vous avez fait toutes ces équations ? Oui, on a fait ces équations. D'abord, vous précisez qu'on l'a fait sur un modèle très ambitieux d'économie d'usage. En fait, cette équation vertueuse dont je viens de vous parler, ma révélation, elle est, comme vous le dites Thierry, vous pouvez la retourner dans tous les sens. Théoriquement, elle est complètement irréfutable. Donc ce que j'avais proposé à Decathlon, c'était de se mettre en mouvement sur le modèle qui semblait avoir le plus de potentiel d'impact. On va proposer une solution à nos clients qui leur permette d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel et vous aurez accès à absolument tout le catalogue de Decathlon. Tout le magasin de Decathlon sera à votre disposition. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, même le textile, sauf ce qui est à usage unique, évidemment, le consommable. 2 obligations pour le client. La première, si un produit d'occasion existe dans le stock d'occasion, a déjà été utilisé, c'est ce produit-là qu'il utilisera. On ne sort pas un produit neuf. Deuxième obligation, on demandera au client de prendre soin des produits, c'est-à-dire de les nettoyer et les entretenir. Et s'il ne le fait pas, on lui facturera la prestation. Et on a proposé 3 formules d'abonnement à nos clients
il y avait un abonnement à 25 € par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 50 pour un plafond de 1000 et un abonnement à 95 pour un plafond de 2000, le plafond étant la valeur maximale des produits dont le client pouvait disposer au même moment chez lui. Je vous éclaire sur ça. Imaginez que vous avez souscrit à l'abonnement à 50 pour 1000, vous avez pour 950 € de matériel chez vous, des vélos, des raquettes, des patins, que sais-je. Vous voulez faire du kayak ce week-end qui coûte 200 €, 950 plus 200, vous allez dépasser le plafond de 1000, vous ne pouvez pas. Vous deviez rapporter du matériel pour prendre le kayak, mais vous pouviez rapporter le kayak à la fin du week-end et reprendre d'autres matériels tous les jours si vous le souhaitiez. Et donc, on s'est mis en mouvement avec pour seul objectif de capter de la donnée et voir si on pouvait trouver un modèle derrière cette idée un peu dingue. Quand vous dites vous vous êtes mis en mouvement, vous avez mis en place le modèle dans un magasin? Dans 2 magasins précisément. Dans 2 magasins. Oui. Avec une petite réflexion en amont à qui cette solution pouvait répondre. On a pensé plutôt aux familles parce qu'il y a des enfants qui grandissent, qui doivent changer d'équipement régulièrement. Il y a les activités sportives saisonnières des familles. Merci beaucoup. Une révélation, on la transforme en équation et on va expérimentalement sur 2 magasins vérifier si ce que l'on avait pressenti se confirme, c'est-à-dire à la fois le business model est bon pour l'entreprise, il est excellent pour les clients, il est excellent également pour la terre, on ne l'abîme plus, on l'abîme beaucoup moins. Pauline Ponce, merci beaucoup pour votre patience. Dans l'art, y a-t-il aujourd'hui des tentatives à peu près identiques? C'est-à-dire, quand je dis identiques, à la fois on vient proposer une œuvre, donc il y a une qualité esthétique, on fait attention à la terre, et en même temps peut-être on va servir ses contemporains. Est-ce que vous me permettez une petite... Je finis l'équation parce que je pense qu'elle sera importante pour le public et pour Pauline également. Ce que je ne vous ai pas partagé, ce sont les enseignements en fait, de cette phase mais on va y d'exploration. arriver, ne vous inquiétez. Okay, voilà. Oh mon Dieu, je ne vous laisse pas comme ça, Luc. Je vous en prie. Merci Thierry. Eh ben oui, en échangeant avec Luc, en amont, effectivement, le récit de cette aventure professionnelle m'a inspiré le souvenir d'un architecte contemporain pour lequel j'ai une affection particulière. C'est un homme facilement accessible, que peu de personnes connaissent, alors qu'il a eu le fameux prix Pritzker, comme je le rappelle, c'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'architecture, et qui, selon moi, offre une manière de penser et surtout à nos contemporains des modèles jusqu'alors complètement innovants, quoi. Voilà pourquoi j'ai pensé à lui. Quelles sont les œuvres qu'il a fabriquées en France ? Alors en France, le plus célèbre, c'est évidemment le Centre Georges Pompidou de Metz, et puis la scène musicale aussi sur l'île Seguin, plus récemment. Voilà. Vous le connaissiez, Shigeru Ban? Juste par curiosité, je renvoie toujours la question. Voilà, parce que les prix Pritzker sont majoritairement raflés par des Japonais, mais on connaît peut-être plus ses homologues comme Toyo Ito, Tadao Ando, mais voilà, Shigeru Ban, j'ai pensé à lui pour ces raisons-là. Il s'est rendu célèbre par le recours à un matériau absolument inhabituel dans le domaine de l'architecture, et pour cause, il s'agit du carton. Vous le voyez là posé devant son pont en carton. Et c'est un matériau, vous le savez comme moi, qui est utilisé par les architectes depuis très longtemps pour ranger précisément le plan de l'architecte, ou alors aussi pour contenir du papier à fax. Et puis un jour, il s'est dit, voilà, le contenant est jeté, on pourrait peut-être exploiter ce matériau, envoyer au rebut, et en faire un élément structurel de l'architecture. Inutile de vous dire que ça n'allait pas de soi dans l'inconscient collectif. Construire en carton, je suis sûre qu'ici, vous comme moi, avez en tête cette fameuse histoire des 3 petits cochons, le fameux méchant loup qui arrive évidemment à détruire la première maison qui est en paille. La deuxième en bois, seule celle en briques résiste au souffle dévastateur du méchant loup. Donc voilà. En même temps, je suis en Normandie, je me dis, c'est peut-être pas pour rien que j'ai pensé à Shigeru Ban, parce que des matériaux organiques, on en utilise ici depuis fort longtemps. Voilà. Et le renversement
par rapport à une architecture high-tech qui pourrait être incarnée par des grands architectes comme Norman Foster ou Richard Rogers, c'est de faire le pari du low-tech, justement, et de transformer les déchets en richesse. Voilà la première maison qu'il s'est fait construire pour lui-même, histoire de montrer au monde entier que c'était un modèle viable, tout simplement. On en avait peur et on pensait qu'il ne pourrait pas être homologué pour de l'architecture, on va dire, internationale. Oui. Alors, attendez, question vraiment d'un barbare que je suis, mais Oui. Moi, quand je prends un carton et qu'il pleut, Oui. fin du carton. Effectivement. Donc, il y a eu tout un travail de scientifiques, merci Thierry de le poser comme préambule, à partir de rebuts de carton, mais qui ont été évidemment soumis à toutes sortes de tests et de transformations, qui restent, cela dit, durables, hein, voilà, et effectivement recyclables. Et on voit également les associations entre carton et d'autres matériaux, le verre entre autres, etc. Absolument. Autrement dit, cela remplit plusieurs fonctions. Toutes les fonctions y sont. Toutes les fonctions y sont. Et puis, si vous voulez bien, je vous montrerai d'autres exemples. D'accord. Merci ensuite. beaucoup. Beaucoup d'œuvres en carton. Énormément d'œuvres en carton. Et aujourd'hui, le bambou a non pas remplacé le carton, mais est le matériau à peu près qu'il utilise le plus aussi. Et le bois, bien sûr. Pensez au centre Georges Pompidou de Metz avec ce chapeau. Son père était charpentier. Quand on est japonais, on est habitué aussi au papier. Vous le savez comme moi, les cloisons des maisons japonaises traditionnelles, les shoji, très légères. Depuis toujours, le Japon connaît des tremblements de terre, donc l'architecture, elle est d'une certaine manière légère par nécessité depuis des siècles. Donc ça ne vient pas par hasard, cet emploi du carton. Merci beaucoup. Autrement dit, vous avez démarré votre propos en disant « il a une autre façon de penser ». Et vous-même, Luc, vous avez démarré en disant « et au cours de cette réunion, j'ai eu une révélation ». Vous nous avez expliqué le modèle. Vous dites dans 2 magasins Decathlon en Belgique, oui. 2 magasins que vous avez choisis, qui se sont portés volontaires. Qui se sont portés volontaires. On commence à expérimenter le modèle qui mathématiquement donnait une formule tout à fait acceptable. Résultat. Alors les résultats sont plutôt enthousiasmants, de mon point de vue en tout cas. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais d'où moi je suis, de ce que j'observe, il y a une croyance très largement répandue dans le monde de l'entreprise que baisser l'impact environnemental, c'est au détriment de la performance. C'est une contrainte, c'est un coût. Eh bien ici, on est sur un modèle où au plus on sera focus sur la baisse de l'impact environnemental, au plus la performance économique va s'améliorer. Et je vais vous partager quelques chiffres. En fait, c'est un modèle qui est 3 à 6 fois moins cher pour le client. C'est un modèle où on atteint des niveaux de profitabilité quelque part entre 27 et 52%. Pour info, la profitabilité de Decathlon aujourd'hui, elle est de 5% sur le modèle linéaire, le modèle d'aujourd'hui. Pour un même EBIT, on peut diviser les émissions CO2 par un facteur entre 15 et 32. Donc il s'agit vraiment d'un changement de paradigme dans les niveaux de performance. Et autre information, EBITDA positif après 2 ans, EBIT positif après 3 ans et retour sur investissement après 4-5 ans. Voilà pour les enseignements chiffrés. Et ça fonctionne encore aujourd'hui? Et tout Decathlon est sur ce modèle-là? Non, ce n'est pas encore le cas. Alors, mais là, on arrive sur un sujet qu'il me semble important pour moi de partager sur la situation du projet aujourd'hui. Vous savez, j'estime avoir eu un privilège et une chance immense de donner naissance et de piloter ce projet pendant 3 ans dans une entreprise très singulière que j'aime profondément. En fait, Decathlon était un immense cadeau dans ma vie. Ce projet était d'une richesse, vous n'imaginez pas. J'étais submergé de vagues d'enthousiasme en interne et en externe par ce projet. Decathlon est une entreprise très singulière et ce qui expliquera d'ailleurs mon arrivée chez Decathlon. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai eu mes boîtes et j'aurais jamais imaginé travailler pour une grosse boîte, sauf que je rencontrais régulièrement les dirigeants de Decathlon Belgique et j'entendais parler de ce qui se vivait chez Decathlon, en termes de gouvernance en particulier. Et je pense aujourd'hui que le principal frein ou levier pour permettre à ce genre de projet de voir le jour et se déployer, ou en tout cas tirer les enseignements que je vous ai partagés, c'est la gouvernance. Et je vous explique comment ça fonctionnait chez Decathlon, si vous voulez bien. Chez Decathlon, n'importe qui pouvait prendre n'importe quelle décision.
En fait, c'était une gouvernance qui était poussée par Michel Abaléa, qui était l'ancien CEO du groupe. Je pense qu'il a poussé ces processus décisionnels dont je vais vous parler pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un de profondément convaincu qu'on peut faire confiance dans les gens et dans leur capacité à prendre des décisions responsables de manière autonome. Une deuxième raison, c'est qu'il est convaincu, comme plein d'autres chez Decathlon, que Decathlon doit impérativement se transformer vers des modèles plus soutenables, parce que le modèle d'aujourd'hui ne l'est pas, et qu'il y a bien plus de chances que les idées viennent de 100 000 personnes sur le terrain que de quelques personnes dans un comité de direction. Et donc, il a poussé le principe de subsidiarité dans l'organisation, c'est-à-dire distribuer le pouvoir de décision au plus proche des conséquences. Et ça faisait partie de l'ADN de Decathlon. Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon, a une formule qui était la suivante: mieux vaut se tromper en faisant confiance que se tromper en ne faisant pas confiance. Et ce n'était pas que des mots, c'était vraiment, et c'est toujours dans l'ADN de Decathlon. Et le processus décisionnel chez Decathlon qui m'a permis de démarrer ce projet est le suivant. En fait, n'importe qui pouvait prendre n'importe quelle décision, comme augmenter son salaire, se payer une prime, démarrer le projet dont je viens de vous parler, à une condition qui était de respecter un process qui n'était pas un process de validation, mais un process de consultation. Donc moi, le projet, je devais aller en parler notamment au directeur financier, parce que j'avais besoin évidemment d'un peu de fric pour démarrer ce projet-là. Mais même si les personnes que je consultais individuellement me disaient « Luc, c'est une très mauvaise idée », je pouvais quand même décider d'y aller. Il y avait la possibilité pour une des personnes consultées de poser un veto. Dans le cas du veto, on réunissait les personnes consultées individuellement en collectif. La personne qui avait posé le veto expliquait pourquoi il avait posé ce veto. Échange entre les membres du collectif, c'est toujours la personne qui portait l'idée qui pouvait décider. Et il y avait la possibilité d'un scénario C, mais à ma connaissance, Decathlon n'y est jamais arrivé. À nouveau veto ou un autre veto. À nouveau, on réunissait le collectif. Cette fois-ci, on faisait intervenir des externes pour avoir d'autres regards, d'autres perspectives. C'est toujours la personne qui portait l'idée qui pouvait décider. Et je vous donne un exemple très concret qui me fait penser que ce genre de projet n'aurait pas pu voir le jour dans un autre contexte. C'est que dans mon process de consultation, il y avait mon patron qui m'avait dit « Luc, super idée d'y aller sur un modèle d'économie d'usage, mais allons-y plutôt, démarrons sur une verticale, sur un sport ou sur une typologie de produit. » J'ai entendu son feedback, mais on a décidé d'ouvrir à tout le catalogue. Je ne peux pas réécrire l'histoire, mais je pense que dans une entreprise avec des processus décisionnels traditionnels, hiérarchiques, c'est le patron qui aurait le dernier mot. Donc on irait été sur une verticale. Quels sont les deux scénarios, selon moi, les plus probables en ayant démarré sur une verticale? C'est que ça marche sur cette verticale, et comme ça marche, on ne va pas y toucher. En tout cas, on ne va pas élargir vers tout le catalogue. On va éventuellement ouvrir une deuxième verticale où ça ne marche pas et on arrête le projet ou on fait un test sur une deuxième verticale. Mais je pense qu'on n'aurait jamais été vers tout le catalogue et je n'aurais pas pu vous partager les enseignements que je vous partage ce soir. Merci beaucoup pour cette explication. Autrement dit, ici, si je comprends bien, je reformule, simplement c'est la gouvernance qui permettait une autonomie de décision, mais dans un processus très clair pour pouvoir faire aboutir un éventuel changement, pratiquement une révolution par rapport à ce qui se faisait. Nous sommes d'accord ? Nous sommes tout à fait d'accord. Et nous allons revenir bien sûr sur la chose. Je reviens vers l'art. Pauline, y a-t-il d'autres moments ou d'autres personnes vous avez dit qu'il intervenait également après le fameux tremblement de terre du Japon, ce fameux architecte qui d'abord avait réhabilité le carton et lui avait inventé une nouvelle vie finalement. Oui. Alors en fait, c'est en 1995 qu'il a eu le déclic de sa vocation d'architecte de l'urgence. C'est comme ça qu'on l'appelle, architecte humanitaire aussi, avec le grave tremblement de terre qui a frappé son pays. Et cet habitat pour des réfugiés, il l'a pensé comme quelque chose justement de léger, dans lequel le carton allait trouver son plein emploi, si je puis dire. Et il a proposé donc des structures qui avaient, vous le voyez, des tubes de carton imperméabilisés, Thierry, avec une toiture en toile de bâche. Et vous le voyez, l'homme à l'œuvre. En écho à Luc, par rapport à la gouvernance aussi, c'est assez insolite et exceptionnel dans le monde de l'architecture, à ma connaissance. C'est pas l'architecte en haut de la pyramide qui délègue, mais c'est un architecte du coup du terrain. Il avait déjà répondu à des commandes de privilégiés, je le cite jusqu'alors, mais il a eu comme un espèce de déclic en se rappelant évidemment l'importance, la fonction de l'habitat pour tout à chacun.
Je vous rappelle donc habiter le monde, c'est un verbe qui a donné aussi l'habitude, et il n'y a rien de pire que de retirer à un être humain ses habitudes lorsqu'il a son toit détruit. Alors, il va concevoir ces fameuses paper log house à partir de carton, de tissu, de bois et encore des bâches de plastique qui vont être remplacées ensuite, justement. Voilà à quoi ressemblent ces maisons. À l'intérieur, elles sont légères, elles sont démontables, elles sont posées sur, ça se voit, non, des caissons aussi, qui peuvent contenir tous les déchets provoqués par le tremblement de terre, quoi. Donc on récupère, on détourne et on conçoit un habitat fonctionnel avec autre particularité très forte, la participation même des sinistrés. C'est-à-dire que très vite, Shigeru Ban déploie des équipes de volontaires, d'architectes, souvent des étudiants en architecture, pour apprendre en fait à monter ces maisons et redonner à chacun la dignité, non seulement d'avoir un toit, mais aussi de participer à son élaboration. Voilà, ça c'est aussi en cela qu'il dénote dans le paysage architectural international. Et bientôt, le voilà, surtout les endroits sinistrés par les catastrophes naturelles, bien sûr, mais aussi par les guerres. Hein. Donc ça devient de l'architecte humanitaire par excellence. Vous le voyez au Rwanda ici, avec ces fameuses structures qui peuvent évoluer, voilà, qui peuvent être en paille aussi, comme c'est le cas ici, toujours très très légères. Et là, il a mis en place en 2006, avec ses équipes d'étudiants japonais, une maison en kit très facile à monter, comme vous pouvez le voir, et dans un temps record, car quand on est évidemment dans cette situation d'urgence, il faut que ça aille très vite. Il y a eu des oppositions à... Comment dire, au fait qu'il a avancé le carton, qu'il a avancé une autre architecture, qu'il faisait participer également les habitants. Il y a eu des oppositions à cela, des critiques? Bien sûr, Thierry. Oui, oui, il y en a eu. C'est peut-être pour ça que personne ne le connaît aussi aujourd'hui. Enfin, pas assez selon moi, mais c'est quelqu'un qui va un petit peu à l'encontre de la doxa architecturale et puis de l'ordre établi, c'est évident. Bon, aujourd'hui, avec son prix, il est néanmoins appelé par toutes les grandes nations à intervenir, mais effectivement, il a rencontré quelques oppositions dans le monde de l'architecture. Merci beaucoup, Pauline. Luc, l'expérience a pris fin à un moment donné? L'expérience est suspendue actuellement. Elle est suspendue actuellement par qui? Pourquoi? Alors, elle est suspendue par qui? Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, pour des projets d'exploration, je me permets cette petite précision. J'ai eu cette chance de piloter, donner naissance à ce projet dans une entreprise singulière, je vous l'ai dit. Ça ne fait pas de moi un expert qui détiendrait quelconque vérité, mais j'ai vécu une expérience très riche et je ne fais que vous partager les ressentis de cette expérience qui était incroyablement riche. Et comme je le disais tout à l'heure, Decathlon est un immense cadeau dans ma vie. Aujourd'hui, un des enseignements que je tire de ce voyage, c'est que les projets d'exploration, il faut les isoler le plus possible de l'exploitation. Les objectifs et la nature de ces projets ne sont pas les mêmes. On ne parle pas dans des projets d'exploration de maximisation, de productivité, d'efficience, etc., etc. Et je pense que le meilleur moyen pour moi d'isoler les projets d'exploration, de l'exploitation, c'est avec des processus décisionnels adaptés. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, Thierry, le projet est suspendu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... La gouvernance a changé en 2022 chez Decathlon. Ce n'est pas la priorité de la gouvernance aujourd'hui de transformer l'organisation. Et les processus décisionnels qui étaient en place ne le sont plus temporairement. Et je redis ce que je vous ai déjà dit 2-3 fois. Pour moi, le principal frein ou levier pour permettre à ce genre de projet de voir le jour, c'est la gouvernance. Ça veut dire qu'en haut de la pyramide, la gouvernance a changé, les personnes ont changé? Les personnes ont changé, oui. Leur conviction a changé? Leur conviction, je ne sais pas. Mais vous savez, je pense que l'ADN d'une organisation est plus fort que tout. Et je suis convaincu de tous les retours que j'ai que ce projet va être lancé prochainement. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Ce que vous nous dites, en tous les cas, sur les 3 curseurs que vous nous avez donnés, la mécanique est largement plus probante
que le modèle traditionnel. Je me trompe en disant ça? Oui, enfin, je ne pense pas qu'un des modèles va remplacer l'autre, mais oui, effectivement, en termes de performance, le modèle Whipley Circular est bien plus performant que le modèle linéaire d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant gagné. Hein. Vous savez, pour moi, on a craqué quelque part le modèle économique des modèles d'usage les plus ambitieux, mais on n'a pas tout craqué. Il y a un sujet quand même majeur dans ce genre de modèle-là, c'est la désirabilité. Je vous disais tout à l'heure que c'est 3 à 6 fois moins cher pour le client, donc c'est rationnellement, économiquement désirable, mais je ne pense pas que le client soit forcément rationnel, voire il l'est très très peu. Donc il y a un énorme travail d'accompagnement à faire du client sur ce changement de paradigme de la propriété à l'usage. Donc ce n'est pas parce qu'on a craqué le modèle économique aujourd'hui avec un test et une deuxième phase que ça y est, on a le modèle en fait. Hein. Il y a encore du boulot. Finalement, là, à travers tout le processus d'innovation que vous nous avez décrit, à travers ce processus-là, la confiance a été donnée sur un nouveau projet. Soudain, cette même confiance a été retirée. Non, je pense que le projet a encore toute la confiance chez Decathlon. Voilà, c'est pas la priorité de la gouvernance aujourd'hui, elle a un mandat un peu différent. Mais j'ai envie de revenir sur ce thème de la confiance qui est le thème d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire ressentir ce que j'ai pu ressentir et qu'à mon avis, plein de décathloniens ressentent dans leur fonction chez Decathlon. Et ce sont des mots que je ne mets que depuis mon départ chez Decathlon. En fait, j'ai eu le sentiment pendant les 3-4 ans où j'étais chez Decathlon que tous les assets de Decathlon, tangibles et intangibles, et vous conviendrez que les assets de Decathlon, c'est quand même costaud, que tous les assets de Decathlon étaient à ma disposition, pas juste pour Luc, hein, pour tous les décathloniens, pour m'éclairer dans les décisions que j'allais pouvoir prendre. Et qu'ensuite, je pouvais engager Decathlon dans mes décisions et que j'allais être soutenu dans les décisions que j'allais prendre. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance de ce genre de ressenti? Et à quel point c'est responsabilisant et exigeant également, probablement bien plus, en tout cas pour des profils comme moi, que des décisions hiérarchiques descendantes. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance de ce... Pauline, votre réaction? Oui, je suis tellement avec toi que, effectivement, oui, c'est très impressionnant. Et moi, ça m'évoque aussi la fierté de tous ceux qui ont rencontré le chemin de Shigeru Ban et qui ont évidemment collaboré à ce genre de projet et qui le voient aujourd'hui à la tête d'immenses projets. Si vous voulez bien, Thierry, je vous montre quelques échantillons de ce qu'il a construit dans le monde, dans ce dernier volet, pour voir... Je ne sais pas si tu n'es pas désespéré et tu penses que ça va arriver. En général, les innovations. Voilà, dans l'art, tu sais, Thierry, on dit que les innovations, elles mettent 50 ans, pas pour déprimer, mais à vraiment s'installer, en fait. Dans l'atelier qui précédait, j'ai parlé de Charlotte Perriand. Aujourd'hui, elle est reconnue. Son mobilier est accepté à l'unanimité. Elle est passée inaperçue en son temps aussi, à bien des égards. Bon, Shigeru Ban, la bonne nouvelle, c'est qu'il est reconnu quand même et sollicité et plébiscité dans le monde entier. Est-ce que je peux aborder cette notion qui m'est chère? Bien sûr. D'abord une remarque, juste une réaction. Non, juste la réaction, Pauline, parce que Luc a dit ceci. Je pense, dit-il, qu'il faut vraiment scinder l'exploitation de l'exploration. Shigeru Ban, il s'en moque complètement. On y va enfin. J'invente, j'innove, je fais tout de suite. Oui. Entre l'exploration et l'exploitation, on y va immédiatement. Exactement, oui, c'est un homme d'action, absolument. Allons-y. Donc voilà, regardez cette image, c'est absolument splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as parlé de cette... de ce lieu commun presque qui consiste à penser que l'écologie est une contrainte, alors que chez Shigeru Ban, ça a été au contraire le point de départ de cette innovation. Et deuxième lieu commun, si tu me permets, l'écologie, on se dit la priorité va à la question justement de la préservation de l'environnement. Pas du tout. Chez Shigeru Ban, l'esthétique, ce que d'aucuns pourraient considérer comme totalement secondaire, appartenant seulement à quelques privilégiés, est aussi essentielle.
C'est indissociable en fait. Et donc il y a évidemment ces architectures extrêmement spectaculaires, avec ce travail sur les matériaux dont j'ai déjà parlé. Mais il y a... Dans cette église, par exemple, c'est un projet au départ éphémère. C'est à Kobe que les habitants ont demandé aussi une église. Elle n'avait pas vocation à rester. D'ailleurs, elle a été démontée et remontée à Taïwan. Mais c'est la plus grande fierté de Shigeru Ban dans sa vie, c'est de faire valoir aussi l'éphémère comme durable, en fait. Alors qu'on part du principe que c'est quelque chose qui peut être rapidement... remplacées. Donc voilà d'autres églises qui ont été construites, celle-ci en Nouvelle-Zélande, pour redonner aussi une fierté. Il y a cette notion-là aux habitants d'avoir un beau monument. Il a été sollicité en Allemagne pour le pavillon de Hanovre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici l'ont vu. Extraordinaire aussi charpente. 74 mètres de long et 80% de papier recyclé et recyclable dans cette construction. Voilà, ce centre d'information aussi qui convoque également le verre. Regardez voilà, le travail de charpente extraordinaire à l'intérieur. Le fameux centre Georges Pompidou de Metz. À Metz, il l'appelle le chapeau du Schtroumpf. En tout cas, lui dit avoir vu un chapeau chinois à Paris et s'en être inspiré. Voilà, de nuit aussi, on voit toujours cette notion de transparence qui lui est chère et de légèreté, alors même que l'architecture est monumentale. La scène musicale, voilà, très fier aussi, il se présente comme un enfant qui a été humilié par sa nullité en musique. Voilà, son père était très mélomane et il a été très fier qu'on lui confie cette cité-là. Voilà, donc la chose que je voulais partager avec vous pour finir, c'est que c'est un système vertueux en plus. Voilà, pour un architecte, l'esthétique, ça a toujours été presque voilà, au centre de ses projets. Et on peut construire beau, bien. Je disais ce qui est beau et vrai et bien pour Shigeru Ban, mais c'est un petit peu ça, sans se priver d'offrir aux populations quelque chose voilà, dont la population peut être fière. Voilà, c'est très important, la notion d'appartenance et de fierté dans l'œuvre de Shigeru Ban. Voilà, et pour lui, donc, cette notion d'éphémère qui peut se transformer en permanent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Pauline Ponce et Luc Terling. Merci beaucoup à l'un et à l'autre.